le but ici sera de réaliser une simulation du circuit que vous avez câblé pratiquement au laboratoire. Alors je remets un peu dans le contexte. Au niveau du laboratoire, il avait été demandé de réaliser le câblage suivant. Donc le câblage constitué d'une résistance R1, d'une inductance et d'une capacité, raccordée comme sur le schéma ici contre. Le circuit est alimenté par un générateur de fonction ici représenté par XFG1, générateur de fonction sinusoïdale réglable entre 0 et 20 volts peak to peak 400 mA et le positionnement en fait d'un oscilloscope pour visualiser en fait le signal à la sortie du filtre, donc entre finalement le ground ici et finalement la sortie du filtre RLC. Pour information, et ici on a utilisé la deuxième sonde, la sonde numéro B, pour visualiser le signal d'entrée du filtre. Donc il faut bien faire attention de raccorder dans ce cas-là la masse commune, commune aux deux sondes de l'oscilloscope. Alors vous avez eu chacun des valeurs un peu différentes pour les inductances et pour les capacités. Les résistances, enfin la résistance R1 étant variable, et là vous aviez tous les trois valeurs. Alors dans un premier temps, on vous avait demandé de calculer théoriquement la fréquence de résonance du circuit pour les trois valeurs de résistance, donc 0, 500 ohms et 1 kΩ, avant de câbler et de réaliser les mesures. Le fait de pouvoir prédéterminer finalement la fréquence de résonance permettait de trouver les points d'intérêt et de réaliser plus de mesures lorsqu'on était aux alentours de cette fréquence, de manière à mieux trouver par la suite la bande passante, ce qu'on appellera la bande passante du filtre en question. Alors pour ce circuit, vous savez en fait que pour déterminer la fréquence de résonance, on passe en fait par l'expression de l'impédance du circuit, de nos circuits, donc R1, L1 et C1. Dans ce cas-ci, on a donc une mise en série de R1 avec une mise en parallèle de l'inductance et de la capacité, qui peut donc se calculer par finalement cette formule-ci. Bon, dans un souci de simplification de formule, puisqu'on a affaire à une mise en parallèle, on va travailler un peu plus avec les admittances selfiques et admittances capacitives, que l'on doit donc obtenir finalement que YL est égal à moins YC. J'insiste sur le fait que ce sont des valeurs complexes. Les barres ici ne sont peut-être pas très visibles, mais en fait c'est bien des valeurs complexes. Donc si on traduit nos valeurs complexes finalement avec leur expression un peu plus détaillée, donc on fait intervenir la pulsation 0, oméga 0, la pulsation de résonance, et donc par simple transformation de formule, on trouve facilement finalement la pulsation de résonance qui vaut la racine carrée de l'inverse du produit de l'inductance et de la capacité. Et au final, étant donné que votre pulsation, c'est 2 fois pi fois la fréquence de résonance, il suffit alors de diviser par 2pi pour retrouver cette expression. Voilà, après avoir calculé votre fréquence de résonance, on vous demandait en fait de placer, de régler votre générateur de fonction à une valeur efficace comprise entre 5 et 10 volts et de faire varier la fréquence entre 100 et 2500 Hz et à chaque fois de mesurer les valeurs efficaces de la tension de sortie et de la tension d'entrée.
Et puis après, le but sera de tracer les graphiques. Alors pour information, on pourrait très bien mesurer une fois la tension de sortie au niveau du générateur, puisqu'on n'y touche plus après, et puis faire varier les fréquences et simplement s'occuper de la tension de sortie U0. C'est parfaitement logique et c'est ce qui viendrait à l'idée, en première idée, j'ai envie de dire, si notre générateur était parfait. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Les générateurs ne sont pas toujours parfaitement régulés. Leur taux de sortie peut varier en fonction de la charge. Et donc, c'est pour cette raison qu'on préfère exprimer le rapport de la sortie sur l'entrée. Et même d'un point de vue un peu plus précis et d'un point de vue un peu plus pragmatique d'un point de vue utile, on préfère même l'exprimer sous forme de 20 de logarithme du rapport des tensions, ce qui permettra, dans un point de vue plus général, d'avoir des plages de valeurs beaucoup plus importantes et de visualiser directement si nos signaux vont être amplifiés ou atténués. Alors pour l'exemple ici qui a été repris, donc on a placé des voltmètres ici à l'entrée du filtre et un autre voltmètre, donc UI représente la tension d'entrée du filtre, U0 représente la tension de sortie du filtre. Cet exemple a été réalisé avec les valeurs suivantes, donc 500 ohms, 100 millihenry, 1 microfarad alimenté en 20 volts peak to peak et à 100 Hz. Donc voilà les valeurs évidemment efficaces qui vont être affichées par nos voltmètres et voilà ce que vous auriez affiché par l'oscilloscope. La trace A représente en fait la tension UI qui est représentée ici. On voit bien en fait qu'on a 5 volts par division, donc 10 volts pour Vmax et moins 10 volts pour moins Vmax, donc on est bien à 20 volts peak to peak. Pour le deuxième signal, là on est à 1 volt par division au niveau du réglage pardon, de l'oscilloscope. Si on regarde et qu'on regarde un peu plus en détail, on voit qu'on est à 21,3 volts. Donc c'est normal, hein, les différences que vous avez. Évidemment, les voltmètres ne vont afficher que les valeurs efficaces. Donc il y a toujours un rapport de racine de 2 entre eux. Pour les bases de temps, en fait, on voit qu'on est à le réglage au fait, de l'oscilloscope est à 2 millisecondes par division. Donc en fait, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est bien à 10 millisecondes par période, ce qui correspond bien à une fréquence de 100 Hz. Alors dans la pratique, les voltmètres ne vont pas avoir beaucoup d'intérêt puisqu'ils sont, je veux dire, les plages de fréquence où ils peuvent fonctionner sont en général limitées à 400 Hz. Donc déjà après la quatrième mesure, les valeurs qu'ils risquent de vous indiquer risquent de ne pas être très fiables. Les incertitudes vont augmenter et donc c'est pour ça que l'on préfère utiliser un oscilloscope pour vérifier en fait à chaque fois les tensions d'entrée et les tensions de sortie. Voilà. Alors, donc par rapport à ce que nous avons réalisé au laboratoire, eh bien, je pense qu'on avait placé une sonde en sortie et en fait, je vous avais demandé d'aller vérifier si l'entrée restait bien stable, ne variait pas de trop, puisque ce qui était important en fait, c'était de trouver le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Pratiquement, on n'avait pas placé non plus les voltmètres, puisque avec des plages de fréquence limitées à 400 Hz, ça n'avait pas beaucoup de sens. Ici, c'est juste pour l'exemple. Oui, donc je vous rappelle que évidemment le fait de s'occuper du rapport des tensions de sortie va vous permettre de s'affranchir des unités. Alors voici un petit exemple ici des graphiques que l'on aurait suite
aux mesures, c'est-à-dire en faisant varier la fréquence entre 100 Hz et 2500 Hz pour une tension fixe d'entrée ici, valeur efficace de 5 volts. On considère ici le cas où le générateur reste parfaitement stabilisé, donc la tension reste identique, quelle que soit finalement la charge qui va découler de la variation de l'impédance due à la fréquence. Eh bien, on aurait évidemment, lorsque la résistance est égale à 0, donc R1 ici égale à 0, il est bien évident que la tension d'entrée est égale à la tension de sortie. Donc en fait, on va retrouver évidemment en sortie la même valeur qu'en entrée. Donc si on place du 5 volts, on va se retrouver avec du 5 volts ici de manière tout à fait constante. Évidemment, donc lorsque l'on vient placer la résistance de 500 ohms pour R1, donc on vient placer cette résistance de 500 ohms en R1, on fait le même essai en faisant varier la fréquence, et bien en fait on va se retrouver avec la courbe en rouge. On remarque en fait que l'on a finalement notre fréquence de résonance qui correspond finalement à un circuit purement résistif, c'est-à-dire que les les réactances se compensent pour cette valeur-ci de la fréquence. Et puis après, évidemment, si on s'éloigne de part et d'autre de ce point, eh bien, vous avez en fait la tension de sortie qui va s'atténuer. L'aspect est un peu du même style, sauf que on va voir en fait que la bande passante va être plus étroite. Donc si on augmente en fait la résistance, si on passe à une résistance de 1 kΩ ici pour R1. Vous voyez en fait que ça c'est le cas tout à fait théorique. Dans le cas pratique où on préfère utiliser U0, donc une tension de sortie sur la tension d'entrée, là on va tenir compte en fait des fluctuations possibles dues à l'imperfection de notre générateur de fonction, et donc au final on va retrouver un graphique tout à fait similaire. Par contre, la différence que vous pouvez constater, c'est qu'au lieu d'avoir ici une échelle des tensions ordonnées, on va avoir une échelle sans unité, comprise ici entre 0 et 1. 1 représente en fait le fait qu'on ait exactement la même valeur en entrée et en sortie. Et donc on va en général se retrouver dans des filtres passifs tels que ceux-ci. On va se retrouver avec des valeurs inférieures à 1. Ce qui correspond au fait qu'on est en atténuation. Le filtre va atténuer en fait le signal de sortie, et il va l'atténuer de manière plus importante pour certaines fréquences. Voilà, on revient un petit peu avec les différents résultats que l'on a trouvés pour les différents essais, pour les différentes mesures, donc en faisant varier la fréquence pour une tension d'entrée constante. Voilà, alors dans le premier résultat, dans la première courbe, donc c'est simplement la mesure de la sortie exprimée en volts pour finalement une entrée fixe UI de 5 volts. Comme je l'ai déjà signalé, ce n'est valable que dans le cas où on aurait un générateur parfaitement régulé finalement, et dont la charge ne dépasse pas la charge nominale non plus. Sinon, si ce n'est pas le cas, si on dépasse la charge, il faut savoir que les générateurs vont évidemment limiter le courant. Et pour limiter le courant, ils vont volontairement diminuer la tension. Du coup, le résultat que vous pourriez mesurer n'aura pas beaucoup de sens. C'est beaucoup plus pertinent de réaliser la mesure en fait de la tension de sortie sur la tension d'entrée, comme je l'ai déjà signalé,
pour s'affranchir justement de ce problème et vérifier en fait quelle est la sortie en fonction de l'entrée. Donc je rappelle rapidement, pour la première valeur ici, c'est lorsque la résistance est égale à 0. Et donc pour cette valeur de résistance, ben, la tension d'entrée égale la tension de sortie, donc le rapport est donc égal à 1. Ça signifie que la sortie est égale à l'entrée. Pour des valeurs différentes de résistance, eh bien, on va avoir évidemment différentes courbes. On constate en fait que ben, les deux graphiques sont très similaires, voire identiques si on choisit des échelles adaptées. Et on constate également que la fréquence de résonance ben, est identique, ce qui est parfaitement normal. Pour faciliter les mesures au niveau de l'amplification, l'atténuation dans les filtres, il est d'usage en fait d'utiliser l'expression 20 logarithme en base 10 du rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Alors, ceci permet de mettre en évidence une chose, donc à partir du moment où d'avoir, en tout cas, le résultat sera exprimé premièrement en décibels. Alors, le 20 vient simplement, parce que normalement les décibels c'est 10 logarithmes, mais les décibels c'est en général des rapports de puissance. Ici, étant donné qu'on est dans des rapports de tension, ben, il y a évidemment un carré qui intervient et du coup, on va exprimer ça sous forme de 20 logarithmes du rapport des tensions. Ça va mettre en évidence une chose, c'est que en fait, si la tension d'entrée est la même que la tension de sortie, étant donné qu'on travaille en logarithme, eh bien, vous aurez une valeur égale à 0. Par contre, évidemment, si on est inférieur, donc évidemment, ben, vous allez avoir votre signal évidemment qui sera en dessous de ces valeurs, et en fait les valeurs sont en général des valeurs représentées comme étant des valeurs entières. La définition en fait de la bande passante, maintenant ce qui nous intéresse particulièrement dans un filtre, c'est cette bande passante, c'est de la définir à moins 3 décibels. Alors moins 3 décibels, ça signifie en fait que dans cette formule-ci, on va placer en fait sur l'axe des ordonnées, on va se placer à moins 3 décibels et on va tracer une horizontale. À l'intersection en fait de l'horizontale avec les différentes courbes vont définir en fait des points entre lesquels finalement on définit la bande passante. Quels sont ces points? Eh bien, il y a tout simplement la fréquence maximum pour évidemment le signal considéré. Donc si je prends dans un premier temps le filtre dont le signal de sortie est en rouge, je trace l'horizontale à moins 3 décibels. L'intersection de la courbe pour la fréquence la plus haute, à moins 3 décibels, correspond à une certaine fréquence. La deuxième valeur correspond à la fréquence minimum d'intersection de cette courbe avec l'horizontale à moins 3 décibels. La différence entre les deux, donc l'écart entre les deux, définit en fait la bande passante. Pour notre exemple ici, on voit clairement que la bande passante pour le filtre en rouge est plus large que la bande passante pour le filtre en bleu, qui correspond en fait à 500 ohms, la résistance de 500 ohms, et en bleu c'est celle de 1 kΩ, les valeurs de L et de C n'ayant pas changé.